Salut à tous! Une suite de jeux vidéo à succès ou pas d'ailleurs, c'est aussi casse-gueule qu'une suite de films, et justement en regardant un podcast ciné bien connu qui narre les aventures d'un homme en noir et d'une pelle, je me suis dit, ce serait formidable ça, des suites loupées de films. Qu'est-ce que ça donnerait pour les jeux vidéo? Et ben là aussi on aurait plusieurs catégories, plusieurs manières de se planter, alors que la saga avait si bien débuté. La plupart du temps, c'est juste que les épisodes ultérieurs sont juste pas au niveau, une sorte d'accident industriel ou artistique en somme. Le premier exemple qui me vient à l'esprit, c'est Streets of Rage 3 sur Mega Drive. Les deux premiers épisodes de ce jeu de baston du début des années 90, on avait mis plein la vue, la musique était au diapason de l'électro de l'époque, la prise en main aux petits oignons, c'est en somme l'une des séries références ultimes du début des années 90, l'autre étant Final Fight. Du coup, parfois, la barre est trop haute et les idées mal maîtrisées. Dans Streets of Rage 3, l'animation est un peu plus saccadée, les personnages moins charismatiques, les ennemis plus durs et leurs patterns moins amusants à déchiffrer. Le génial compositeur Yuzo Koshiro, même lui, était parti sur un trip trance et indus un peu trop en avance sur son temps. Ça fait mal aux oreilles. Et puis ça parle un peu trop. Mais ce qui est dommage, c'est que la série Streets of Rage s'est arrêtée sur cet épisode. C'est ballot. Mais il y a pire. Après deux premiers volets qui ont aidé à définir le genre du jeu de baston au milieu des années 80, là on touche aux références, Double Dragon ouvrit la porte des enfers avec un troisième épisode sur NES, plus profond scénaristiquement, mais à la difficulté diabolique. La version arcade, elle, était différente, elle était juste médiocre. Du coup, moins de fun, manette en main, mais bon, ça passe, c'est qu'un début. Non, il y a pire. Le quatrième épisode, Super Double Dragon, sur Super Nintendo, n'arrivait pas à la cheville des précédents, et puisqu'on peut toujours faire pire, le cinquième épisode, The Shadows Fall, tentait de se raccrocher mollement au succès de la castagne à 1 contre 1, sans aucune originalité, juste de l'exploitation commerciale de base. Tiens, puisqu'on en parle, on va parler de l'exploitation de filons. C'est pas pareil, tout est dans le titre. Cette fois, il ne s'agit pas d'un accident ou de programmeur qui se serait planté, mais bien de miser sur le succès d'une série par pure flemmardise et par pur appât du gain. Et qui mieux que Duke Nukem, Land of the Babes peut incarner au mieux ce cas de figure. Entre le légendaire épisode 3D sorti en 96 et l'arlésienne dénommée Forever, il s'est écoulé 15 années durant lesquelles les éditeurs ont tenté de maintenir mollement aussi la flamme à grands coups de polygones et de mauvais goût. Résultat, ça nous donne un jeu, un TPS d'ailleurs, moins bon que l'épisode 3D, pourtant publié 2 ans auparavant. C'est moche, c'est improbable, c'est injouable, et l'humour, habituellement vulgos, tombe à l'eau. Mais bon, au moins est-on encore plus ou moins raccord avec l'univers, ça, je l'accorde. Car parfois la suite est ratée, parce que hors sujet, ça arrive. La réussite d'un jeu vidéo est parfois impossible à rééditer, alors pourquoi pas aller à contre-courant. Après tout, ça a marché pour Mario ou pour Zelda, quoique là, ça fait débat, notamment pour Zelda 2, sauf que parfois aussi, tout ça tombe complètement à l'eau. Un exemple de changement de parti pris foireux, Sonic 3D Blast, sur Mega Drive et Saturn. Et c'est pas qu'il est foncièrement raté ou mauvais, enfin, si, un peu quand même, mais un peu. Le problème, là, c'est... Pardon, excusez-moi. Rappelez-moi le concept de Sonic. Hérisson bleu, mascotte de Sega. Ah oui, le truc fondamental, il va vite! Dans Sonic 3D Blast, en fait, l'affichage en 3D isométrique empêche toute impression de vitesse. C'est un peu comme si Bomberman, par exemple, devenait un jeu sombre et abandonnait ses robots casqués tout mignons pour lancer des bombes. Ah merde, ça existe aussi, c'est Bomberman Acte 0 sur Xbox 360, encore un hors-sujet sur une série à succès. Allez, parfois c'est moins grave, une série de jeux vidéo dérape juste sur une fausse bonne idée, on peut dire ça comme ça. Comme Kane & Lynch 2 par exemple, sorti en 2010. Pas plus bête et méchant que le premier, qu'il était déjà beaucoup, mais le parti pris visuel fout tout en l'air. Suivre l'action de nos deux affreux comme si on était caméra à la main, c'est osé. Mais au final ça bouge de partout et ça fout la gerbe. Pareil pour Wizards and Warriors 3 sur la bonne vieille NES, fausse bonne idée là aussi. Après 2 volets très axés plateforme, Rare décidait de développer un jeu labyrinthique à la manière de Metroid, mais en plus bordélique et bien moins fait. C'est un peu pareil aussi pour les jeux éducatifs comme Mario is Missing sur NES, Super NES et PC. Parce qu'employer une icône de la pop culture à l'éducation de nos chères têtes blondes, c'est légitime. Créer un hybride réflexion plateforme qui au final n'est ni l'un ni l'autre,
Ben là c'est une fausse bonne idée. Un peu comme mettre des images digitalisées bien baveuses dans Road Rage 3 sur Mega Drive parce que c'est la mode et qu'il faut suivre et que c'est swag. Ah oui, il y a aussi encore une autre catégorie. Et c'est celle que je trouve la plus marrante en fait. Et là on va parler des évolutions technologiques ratées. Là on a droit à une autre forme de fausse bonne idée, mais ici, le truc qui a foiré au moment de faire évoluer une série de jeux vidéo à succès, c'est d'avoir voulu à tout prix être swag, suivre la mode, oui monsieur dame, par naïveté notamment avec Castlevania 64. Éloge de la naïveté, s'il en est. Premier essai de Konami pour adapter sa saga vampiresque en 3D, un beau foirage tout en polygone alors que 2 ans auparavant, Symphony of the Night était acclamé comme l'un des plus beaux jeux en 2D à l'ancienne réalisés jusqu'alors. Tiens, parfois c'est de la naïveté, mais parfois aussi c'est juste de l'incompétence généralisée, comme Bubsy 3D, rendu célèbre ces dernières années évidemment par ses nombreux tests vidéo, et à raison d'ailleurs, puisque tout le charme acrobatique et félin de la mascotte 2D d'origine a été massacré dans un jeu qui incarne tout le contraire de ce qui avait été développé auparavant, donc rigide, moche, inconfortable, inabouti, on est presque rendu à la dernière catégorie, la plus révoltante, dans la trahison. Parce qu'avec Bubsy 3D, après tout, c'est la 3D qui est à la base du problème, c'est de vouloir être à la mode. Il arrive que la source de tous les maux, de tous les tourments qui jettent l'opprobre sur tout un univers développé avec patience et parfois même avec amour pendant plusieurs années, qui plonge véritablement une série de jeux vidéo dans la honte et la dépression profonde que ces criminels enfin soient les développeurs eux-mêmes. Comment expliquer Super Pitfall sur NES par exemple? Le codage rempli de bugs, le level design illogique, les contrôles lamentables, les énigmes aléatoires jusqu'à la moustache du personnage qui sent à plein nez la récupération commerciale pour enfants. À part les ballons gonflables et le fait que c'est un jeu de plateforme, aucun lien avec les épisodes précédents et ultérieurs, et c'est tant mieux. Et évidemment le meilleur Judas pour la fin. Et vous le connaissez tous. Incarné par Philips et ses 3 improbables jeux estampillés Zelda sur leur CDI, résultat d'une collaboration pour une Super Nintendo CD qui n'a jamais vu le jour. Cependant, foirer une console, c'est une chose. Mais trahir à ce point la série d'origine pour en faire 3 échecs injouables, dont un, Zelda's Adventure, cumule même plusieurs tares avec cette affreuse mode des images digitalisées, chère à la première moitié des années 90. Voilà, une trahison, je vous dis. Bref, vous l'aurez compris, c'est un vrai défi que de lever une barre parfois déjà placée très haut sur l'échelle vidéoludique. Certains éléments rendent une suite de jeux à succès simplement incohérente, et parfois c'est la production tout entière qui pose problème. Enfin, il faut aussi prendre en compte une dimension hautement aléatoire, le joueur lui-même. Si au final certains de ces titres ont trouvé leur public, d'autres productions, techniquement bien réalisées, celles-ci peuvent se retrouver mal aimées, comme le célèbre Zelda 2 sur NES, adulé par les uns, descendu par d'autres. La frontière est donc floue entre réussite et échec, et l'ombre du premier épisode peut aussi parfois se retrouver un peu trop grande. Merci d'avoir suivi cette chronique. N'hésitez pas d'ailleurs à rajouter, peut-être pourquoi pas, quelques noms de jeux que j'aurais oubliés, ou peut-être aussi réagir sur votre avis sur Zelda 2 notamment, parce que je sais que ce jeu a fait couler beaucoup d'encre depuis maintenant plus de 25 ans. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager. Si vous n'avez pas aimé, eh bien dites-le justement, partagez également. Et n'hésitez pas à écouter Mouteki chaque samedi matin entre 9h et 10h, et également sur internet, sur différentes radios et réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter, et évidemment sur la page de Serial Buster également.